J'ai quelque chose depuis quand même très jeune, c'est cette recherche de sens. Ah. Tout doit avoir un sens. On me renvoyait: «Ah mais tu te prends trop la tête, tu cherches trop des réponses, il y a des fois, faut arrêter de chercher». J'ai jamais arrêté de chercher et je l'ai jamais regretté. 1, 2, 3, 4. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui me font du bien. J'ai une conviction, c'est que l'on peut parler avec des thérapeutes passionnés de bien-être, de développement personnel et même de spiritualité, sans blabla et parfois même avec humour. En tout cas, promis, toujours avec émotion. Aujourd'hui, j'accueille Caroline Obled. Caroline, c'est une femme au parcours singulier, façonnée par une enfance tumultueuse et un besoin viscéral de comprendre. Diplômée en psychologie dès 24 ans, elle a choisi très jeune d'investir le terrain du travail et des entreprises avant de se réinventer pour explorer d'autres dimensions de l'accompagnement humain. Bienvenue dans un épisode puissant, profond et résilient. Avec Caroline, nous allons parler de cette petite fille qui trouvait du calme chez les autres, de rencontres trop fréquentes avec des manipulateurs et de ce don particulier qu'elle a découvert en nageant avec des requins. Bonjour Caroline, merci de me recevoir dans votre cabinet près de Lyon pour cet entretien. Bonjour Herveline, merci à vous de venir à moi. Alors, comment vous présenter pour commencer ? On va faire un peu classique. Je vais dire que vous êtes psychologue et coach professionnel. Je trouve que c'est un bon début, on est d'accord ? Ouais, c'est un bon début. Mais en vrai, et ça nos auditeurs vont très vite s'en rendre compte, vous êtes un petit peu plus que ça, mais allez, on n'en dit pas trop pour le moment, c'est un peu teasing. Ok. Quand même, on peut juste dire à ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu La Petite Voix qu'on s'est rencontrés par le biais de Valérie Durdilly. Valérie, elle est médium et elle communique avec les morts. Et on avait fait un épisode incroyable avec elle au début de La Petite Voix. Donc je me dis que déjà, quand on a dit ça, peut-être que ça va donner quelques indices. Ça va donner quelques indications et je pense qu'en parlant, vous allez vite vous rendre compte, mais je pense que vous le savez déjà, mais pour les auditeurs, que oui, il y a vraiment des matchings forts entre nous. Oui. Alors on se lance. Allez, on se lance. On se lance et puis on commence avec votre parcours, Caroline. Oui. Vous avez je trouve, une particularité dans votre parcours que je retrouve pas souvent chez mes invités, c'est que votre formation initiale, c'est déjà la psychologie. En quoi a consisté cette formation que vous avez suivie à la fin des années 90 là ? C'est ma formation initiale, hein. Donc je suis partie directement, en fait, j'étais dans le système suisse sur mon secondaire et puis j'ai choisi de partir de chez moi, d'aller à l'internat et donc j'ai commencé mes études de psychologie juste après mon bac. Voilà, donc j'ai fait mes 5 années de psychologie et donc à l'issue, j'ai eu mon titre, j'avais, 24 ans. Évidemment, choisir une telle formation quand on a 19 ans, Ouais. c'est pas anodin. Donc, je suis obligée d'aller gratter déjà Ok. un peu dans votre enfance, dans votre parcours de toute jeune femme là pour comprendre ce qui vous a dirigé vers ça. Oui, pas mal d'épreuves au niveau de l'enfance, pas mal de défis à dépasser. Donc j'avais une maman qui a quand même des troubles psychologiques, notamment au niveau de la bipolarité. Un papa qui n'avait pas forcément de troubles en tant que tel, mais qui était beaucoup dans la manipulation et beaucoup dans la dissimulation, les mensonges, etc. Donc voilà, donc j'ai eu une enfance que je qualifie à la fois d'austère, mais aussi d'assez troublée. Voilà, donc beaucoup de comportements, on va dire, où moi j'ai dû aller trouver la norme, une forme de normalité ailleurs, chez mes amis ou quand j'allais dans d'autres foyers. Moi je me souviens la première fois que j'ai dormi chez une amie, je me suis dit: «Oh, qu'est-ce que c'est normal, calme, tranquille ici». C'est-à-dire que voilà, il y avait cette notion-là. Il y avait une forme de laxisme, hein, on peut le dire comme ça, mais en même temps, quand je rentrais à la maison, ça pouvait être très violent, très dur, très agressif, très dévalorisant. Mon père a été violent, ma mère était violente verbalement, plutôt verbalement et dévalorisante. Je pense beaucoup en lien, sans trouver d'excuses, mais beaucoup en lien avec sa maladie, voilà, qui n'était pas d'ailleurs détectée. Ma planche de salut, ça a été l'amitié pendant très longtemps. Donc j'ai compris très vite qu'il fallait que je parte, que j'investisse l'extérieur. J'entends à la fois la solitude de cette petite fille-là et quelque chose de l'ordre de... Il n'y avait pas de place pour vous, en fait, parce que vos parents, pour des raisons différentes, mais
n'avait pas l'espace psychologique pour Non. vous accueillir. Oui, oui, tout à fait. Chez moi, dans ma famille, l'enfance n'est pas valorisé. Donc moi, j'ai pris des responsabilités aussi très très tôt parce que ma mère n'était pas en mesure en fait de les prendre, ces responsabilités. Ils étaient beaucoup centrés sur eux, beaucoup Mmh. centrés sur leurs propres problèmes, sans forcément les régler d'ailleurs. Vous avez eu ce rôle de mère pour votre propre Oui, mère? bien sûr, en psychologie, on appelle ça la parentalisation et c'est exactement ça. Je suis OK. devenue la maman de ma maman et je suis devenue un peu la maman de ma sœur qui a 4 ans de moins que moi et qui était petite au moment où mes parents se sont séparés puisqu'elle avait 6 ans et moi j'avais 10 ans. On vivait à Paris, ma mère OK. a souhaité se séparer de mon père, elle est Oui. partie en Suisse OK. où elle a rencontré un autre homme qui était tout autant dysfonctionnel, on va Oh. le dire comme ça. Mon père était à Lyon, s'est installé à Lyon OK. pour le travail et une fois tous les 15 jours, ma sœur et moi prenions le train D'accord. pour aller voir mon papa et nous revenions voilà, OK. le dimanche soir. OK. Mais le quotidien, c'était auprès de cette maman-là. Oui. Qu'est-ce qui se passait dans la tête de cette petite fille-là? Vous l'avez très bien défini, une grande solitude. On voyait jamais les choses arriver. Moi, ce que je disais, c'était que c'était imprévisible. J'en ai développé quelque chose de très contrôlant. Puis après, j'ai dû faire un travail adulte sur décontrôler. Eh oui. lâcher prise. Mais il a fallu d'abord que je contrôle, Ouais. en fait, en me disant, bah, il peut arriver le pire à chaque fois. Et tu rentres, tu sais pas comment va être ta maman, tu sais pas dans quel état elle va être, tu sais pas ce qu'elle va dire, tu sais pas ce qui va se passer. Les choses peuvent voler ou les choses peuvent. Donc, j'ai été très seule. Je me souviens même m'être retrouvée plusieurs fois, alors que j'étais très peu dans l'aspect religion. Je viens d'une famille catholique, mais j'ai très vite rejeté tout ça. Je me retrouvais à genoux dans ma chambre, les bras vers le ciel, à demander de l'aide. Ça, oui, j'ai des images comme ça qui sont encore assez présentes. Et un papa qui a refait sa vie assez peu de temps après et qui est avec une femme qui était une manipulatrice. Donc, du coup, qui a fait beaucoup pour que ma sœur et moi soyons très en dehors, Elle vous finalement, de éloignait sa au vie. maximum. Là Voilà. encore, quelqu'un qui vous empêchait de prendre votre place. Exactement, exactement, qui nous refusait notre place, ouais. Et donc, le salut se trouvait à l'extérieur. Allez. Vous évoquiez le fait qu'à l'adolescence, vous êtes parti en internat et que là, Exactement. il y a une renaissance et de Exactement. reconstruction qui a pu vraiment commencer, quoi. Oui, parce que je fais ce choix. J'ai 17 ans. J'ai fait ce choix qui me permettait de rentrer dans un cadre de normalité, avec des horaires, avec des gens où il n'y avait pas eu cette imprévisibilité, pardon pour le mot un peu long, mais des comportements. Donc pour moi, ça a été une vraie renaissance. En fait, c'est un cadre hyper rassurant tout d'un coup. Hyper rassurant. On va manger à telle heure, on C'est dort ça. à telle heure. On n'a pas ce côté imprévisible, ce côté. Il y a ce cadre-là, et puis je rencontre des gens extraordinaires. Je rencontre mes premiers piliers, j'ai envie de dire, que j'ai gardés, d'ailleurs, que j'ai toujours aujourd'hui en amitié. J'ai trouvé beaucoup plus le soutien en dehors de ma famille que à l'intérieur. Donc je me suis créé ma propre famille. Et donc, du coup, évidemment, Ouais. ce recul que vous allez prendre pendant ces années d'internat, vous prenez en entendant conscience avec le recul des dysfonctionnements à la maison. Oui, oui. Et c'est donc assez naturellement que vous allez vers ces études-là de psychologie, en Bien fait. sûr. Bien sûr. Ok. J'étais déjà un peu la psychologue de ma maman. Mais oui. Voilà, la nuit, souvent le soir. La nuit, c'était des discussions qui duraient très longtemps, souvent pour beaucoup discréditer mon père. Et je pense que ça a été une suite logique pour moi. C'était quelque chose de naturel. Et j'ai quelque chose depuis quand même très jeune, c'est cette recherche de sens. Ah. Tout doit avoir un sens. On me renvoyait, mais tu te prends trop la tête, tu cherches trop des réponses. Il y a des fois, faut arrêter de chercher. J'ai jamais arrêté de chercher et je l'ai jamais regretté. Est-ce que du coup, dans cette quête de sens-là, vous avez entamé assez jeune un travail sur vous-même? Très très tôt. Ok. Très très tôt. Même quand j'étais encore à Genève, j'avais 15 ans, j'allais voir un médecin généraliste Ouais. qui s'improvisait un peu psy Ok. le samedi. J'allais le voir le samedi matin, je l'ai très vite demandé à ma mère. Et effectivement, cet homme a été assez aidant aussi en mode soutien, Ouais. pilier. Ensuite, quand je suis venue à Lyon pendant mes études, j'ai entamé une psychanalyse qui a duré 2 ans, qui a été, j'ai presque envie de dire, plus destructrice qu'aidante. Voilà, avec cette solitude, ça m'a renvoyé à cette On solitude. y revient. Vous savez, sur le canapé, face au mur, Quelle angoisse. une femme qui a dû me renvoyer peut-être en 3 ans trois phrases, quoi. Donc Mon donc je repartais. Je le dis honnêtement, hein, des fois je repartais, j'avais plus envie de me mettre sous le bus, voilà, voilà. Donc j'ai arrêté. Elle l'a pas entendu. Bah, j'ai dû le répéter, demander 4 fois à arrêter quand même, ce que je trouve pas du tout. On en parlera sûrement après, mais mes expériences de patiente sont aussi à l'origine de la création de ma propre méthode. Eh oui, Voilà, mais oui, c'est assez éclairant. C'est là où je vais puiser. Hein. Eh oui, Donc voilà. évidemment. Et j'ai Ouais. dit plus jamais ça. Je suis pas Mm. entendue. J'ai passé mon enfance à ne pas être entendue, à ne pas exister en tant que telle, à exister pour les autres. Là, je fais quelque chose pour moi. Stop.
Et j'ai repris quelques années après en thérapie de face à face avec une psychologue très douce, très aidante, qui m'a fait beaucoup de bien. Ok, Voilà. super. Est-ce que la spiritualité tenait déjà une certaine place? Vous évoquiez tout à l'heure Assez que vite. petite, vous priez, mais on entend que c'était plus Une demande, faute besoin d'aide. voilà, Oui. besoin d'aide. Ouais, assez vite, c'est venu Ah aussi? oui, très très vite. Je dirais que peut-être en 2000, donc moi je suis diplômée en 99, 2000-2001, je commence à aller voir quelqu'un. Ok. Je commence à aller voir le premier voyant qui était dans le 6e à Lyon et qui m'a dit des choses, notamment sur mon futur couple, Ouais. qui étaient totalement justes. Première expérience de voyance, pas de médiumnité, mais Oui. de voyance. Là, c'était vraiment de la pure voyance, mais qui s'est avérée très juste. Il m'a décrit très précisément la personne que j'allais rencontrer, le couple qu'on allait avoir, et aujourd'hui, c'est encore tout à fait valable. Donc oui, C'est oui. drôle. Ok. Ouais. Donc je vais rentrer progressivement, finalement, toujours par le bouche à oreille. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus aussi. C'est-à-dire que je pense, j'ai été beaucoup aidée, je sais pas si c'est de la chance, mais de rencontrer toujours des personnes qui m'ont aidée à accompagner ce cheminement. J'ai envie de dire, tiens, je vais reprendre ce que disait Jacques Martel là sur la petite voix. Caroline, elle a révisé tous les épisodes avant notre Je entretien. les ai juste écoutés, mais expanser, j'aime beaucoup ce mot, et ça m'a aidé à expanser petit à petit, Oui. en plus du travail sur moi. Eh ouais. Ok, donc là, on voit tout le travail personnel que vous Ouais. faites, mais donc on l'a évoqué, vous avez votre diplôme en psychologie clinique, vous allez vous lancer sur le marché du travail très jeune. Très jeune, ouais, j'étais diplômée en octobre 99. Ma première expérience était salariée, effectivement, dans un organisme de formation. Je crois que c'est pas l'expérience la plus heureuse que vous auriez pu vous souhaiter pour un début de carrière. Pas du tout, mais elle a été très formatrice dans le sens où je suis restée 3 ans. Ça m'a permis de me dire à l'issue des 3 ans, plus jamais le salariat. Alors, si j'ai pas le choix un jour, évidemment, comme tout le monde, j'y retournerai, mais en tout cas, si j'ai le choix, je n'y retournerai jamais. J'ai vécu, oui, on va le dire, du harcèlement. Okay. Voilà, j'ai mis en place des choses qui sont avérées fonctionner, développé des choses en termes de ressources humaines, et puis ça n'a pas plu à tout le monde. Donc voilà. Là, il y a un premier point qu'il faut qu'on précise, c'est que vous n'exerciez pas comme psy classique dans un cabinet. Vous, votre sujet de prédilection, et puis on va le voir, ça a duré très longtemps, c'était la psychologie du travail. Donc là, cette première expérience salariée, c'est au service des entreprises, en fait. Exactement. Et à la base, la fonction était vraiment assez petite, au sens où son champ d'intervention, c'était vraiment les tests psychotechniques. Et puis j'ai commencé à m'occuper de l'insertion professionnelle, à vouloir accompagner des gens qui étaient en difficulté. Donc j'ai répondu à des appels d'offres, j'ai travaillé avec Pôle emploi, qui à l'époque était l'ANPE. J'ai fait des bilans de compétences, des accompagnements au reclassement. Et j'ai développé petit à petit cette activité. Et c'est là où en interne, ça a commencé à créer un peu des jalousies. Et le harcèlement, il prenait quelle forme? Il a été assez loin. On m'a volé mes clés de voiture de fonction, on m'a crevé mes pneus de voiture de fonction, Wow. On m'a volé des dossiers parce que je rayonnais un peu sur Rhône-Alpes, donc j'allais un peu sur Grenoble, sur B, etc. Parce que l'appel d'offres auquel on avait répondu nous amenait un petit peu à rayonner. Et du coup, on piquait mes dossiers avant de partir. Je retrouvais plus mes dossiers de personnes que j'accompagnais. Enfin voilà, ça a pris des proportions comme ça. Et je rappelle, vous étiez une gamine, vous avez quoi, une petite vingtaine d'années? J'avais à peine 25 ans. Ouais, j'avais 25 ans. Quelle violence. Une violence, mais une violence à laquelle, comme on l'a vu tout à l'heure, j'étais quand même relativement habituée. Je commence à comprendre qu'il y a quelque chose, vibratoirement parlant, que j'attire. Alors évidemment, pendant un moment, je me dis que c'est moi qui ai un problème. Ouais. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai rencontré ma grande histoire d'amour depuis déjà 96, donc c'est un soutien indéfectible avec qui on va passer des heures à discuter, des heures à essayer de comprendre, à mettre du sens, qui va me rassurer, qui va me dire non, ce n'est pas toi qui as un problème, mais il y a des choses à comprendre. C'est ça qui va me sauver. Et ça a accompagné toute ma vie, l'amour amical et l'amour amoureux. Je pense que c'est ma planche de salut. C'est très beau. Malgré tout, quand même, là, vous êtes sympa, mais ça va? Au bout de 3 ans, vous lâchez? Ouais, je démissionne en accord avec ma moitié qui avait un travail salarié plutôt bien rémunéré à l'époque. Voilà, donc je pars. Ça va être un peu comme ça tout au long de mon parcours. Au moment où je décide de partir, où je vais poser ma démission et où j'ai 3 mois de préavis parce que j'étais cadre, en fait, j'ai une main d'un consultant que j'avais croisé dans un contexte de mon contexte d'organisme de formation, et qui me dit tu veux commencer à travailler sur des prestations voilà, pour un client qui lui a des appels d'offres, donc la sous-traitance. Ce que je vais faire, et je vais me faire encore avoir. L'abus a été vraiment quelque chose de très, voilà, un fil conducteur. Et là, je vais perdre énormément d'argent, quoi. Déjà une première fois, je vais perdre peut-être 20 ou 25 000 euros de facturation. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites tout le boulot. Je fais tout le boulot. Mais vous n'êtes pas payé, les factures ne sont pas réglées. En fait, il est sous-traitant.
Je lui refacture évidemment mes Ouais. prestations d'accompagnement des personnes, que ce soit en bilan de compétences, que ce soit en reclassement. Et puis il va me dire: «Mais oui, bien sûr, mais attends encore un petit peu, puis les organismes publics m'ont pas payé, donc je vais être trop gentille». Ça a été mon souci de départ, hein, finalement, d'être trop tolérante, trop gentille, trop dans cette acceptation et pas assez dans le respect de moi-même. Mmh, C'est ça que je mmh. vais apprendre et que je vais travailler. C'est ce dans quoi vous avez grandi en même temps. Exactement, c'est l'écho de ça à nouveau. Pour ça que je dis que les choses pour moi sont des échos vibratoires. Mmh. C'est-à-dire quelque chose qui, tant qu'il n'est pas réglé, va nous être représenté sous une forme différente. Mmh. Et donc, je vais pas être payée, je ne vais pas réussir à obtenir cet argent. Donc, je vais arrêter aussi, quand même, au bout d'un moment, quasiment Au du bout de jour au combien de lendemain, temps? au bout de 2 ans. Et à ce moment-là, je vais dire, je me débrouille. Mais vraiment. C'est-à-dire que je vais faire moi en direct. Il y a pas de sous-traitance, Il n'y a machin. pas de sous-traitance, il n'y a plus de sous-traitance. Si je veux répondre à un appel d'offres, je réponds à un appel d'offres. Et je vais devenir beaucoup plus carré sur demander des acomptes. Voilà, ben je vais oui. commencer à accorder de la valeur, en fait, à mon Mmh. travail. Mmh. Parce que je ne m'accordais pas suffisamment de valeur et donc je n'accordais pas suffisamment de valeur à mon travail. Ça a duré du coup après un moment, puisque je crois que c'est jusqu'en 2018, non? Si je dis pas de bêtises, que vous avez vraiment été dans ce rôle de consultante en psychologie du travail, hein? Ouais, consultante, formatrice et enseignante. Et je me suis de plus en plus lancée dans tout ce qui était lié aux conditions de travail et à la souffrance au travail. Et Dieu sait si ce sont maintenant des sujets Oui. d'actualité. Tout à fait. Aujourd'hui, on parle des risques psychosociaux. C'est Quand à ça. l'époque, on parlait de la souffrance, oui, mais des conditions de travail. Donc. Ouais. Puis il y a le coaching aussi en Oui, 2010. c'est en quelle année? 2010, Pourquoi? ouais. Pourquoi vous ressentez le besoin de vous former au coaching? Je l'envisage très tôt comme une école de responsabilisation. Je suis très très vite dans. Pour moi, la personne elle a toutes les réponses à l'intérieur d'elle. On est juste des facilitateurs. J'aime bien cette humilité du coaching. C'est-à-dire, je déteste la position haute potentielle du thérapeute ou du conseiller au sens large du terme. Donc, je me dis, le coaching, ça peut être très très bien. En plus, on va être dans quelque chose de très pratico-pratique avec les plans d'action. Prise de conscience, matérialisation via les plans d'action, ça me correspond. J'entends, vous avez quelque chose de très pragmatique. Oui. Et d'ailleurs, vous le dites, la psychanalyse, c'était pas votre truc. Non. Peut-être parce que justement, Oui. ça partait Oui. un peu Ouais. loin et que finalement, vous êtes plus dans quelque chose de concret, Oui. de mise en action Oui. pour vous et puis Oui. les personnes que vous accompagnent. Souvent, aux personnes que j'accompagne, je leur dis, je suis une psy perchée, mais très pragmatique. Je leur dis, alors des fois, ils comprennent directement, mais des fois, ils disent, pourquoi vous êtes perchée? Parce que, on va en parler certainement après, mais j'ai toute une ouverture spirituelle qui est très importante dans ma vie et qui est très importante aussi dans ma pratique, que j'ai intégrée à ma pratique. Eh bien, justement, venons-en à ça. On l'a évoqué déjà très jeune. Vous avez intégré ça, vous avez rencontré des thérapeutes un peu ésotériques, voyances et compagnie. Oui. Vous avez continué sur ce chemin-là. Oui. Donc, ça veut dire que dans votre vie perso, ça prenait de la place. La spiritualité a très vite pris beaucoup de place. Et j'ai toujours continué mon travail, mais avec plutôt de la thérapie alternative. Quand j'ai rencontré ces psys dont je parlais tout à l'heure, j'ai travaillé encore sur moi, mais après, je suis assez vite basculée vers des sophrologues. Voilà. Et en parallèle, dans ma vie personnelle, j'allais voir des personnes, peut-être avec des niveaux de conscience de plus en plus élevés. Vous voyez, ça correspondait à ma propre expansion. C'est-à-dire que moi, je cherchais à avoir un champ de conscience sur moi-même qui était fort, du coup, qui était le plus élargi possible. Du coup, je rencontrais toujours dans cette vibration des gens qui étaient de plus en plus élevés dans leur captation. Ça a toujours accompagné ma vie. Ouais. Okay. Et encore aujourd'hui. Mais pendant longtemps, il y avait comme un truc un peu hermétique entre votre pratique de psy, du travail, etc. Et puis quand même, il y a eu un moment où tout ça s'est mélangé. Ça s'est mélangé. Je crois que vous m'avez dit il y a eu un point de bascule en 2018. C'est de ça dont on parle? Oui, alors on parlait de Valérie Durdilly tout à l'heure. Je l'ai rencontrée en 2013. Et puis petit à petit, donc je me suis mise à consulter. Alors jamais énormément, mais 1 à 2 fois par an Valérie, ce qui était déjà pas mal. Et là, j'ai découvert la médiumnité. C'est-à-dire que je connaissais la voyance, mais j'ai découvert la médiumnité. Petit arrêt sur image, la différence entre la voyance et la médiumnité. Alors Valérie, elle le décrit très très bien. Pour elle, la voyance, moi je crois énormément au libre arbitre, et elle aussi. Et d'ailleurs, toute ma vie me montre que le libre arbitre, c'est quelque chose de fondamental. Et en fait, la voyance, vraiment, c'est cette notion de pouvoir prédire d'éventuelles choses. Moi, dans ma croyance et dans mon expérience, je pense véritablement que certaines rencontres sont écrites. Je crois véritablement qu'il y a des personnes qui sont là, des moments particuliers qui vont nous aider encore à être dans cette expansion. Et la médiumnité, c'est vraiment cette capacité
captation des guides et des défunts. Voilà, c'est ça, oui. Des âmes désincarnées. C'est-à-dire, voilà, nous sommes des âmes incarnées et ces personnes-là sont désincarnées. Elles peuvent être guides, effectivement, de vie, guides familiaux pour des personnes qui sont décédées. Et puis, il y a nos guides, moi, j'ai des guides instructeurs. Donc, des guides instructeurs par rapport à mon métier. Et en 2018, Valérie, pour revenir à votre question initiale, me dit, je t'envoie quelqu'un pour un accompagnement thérapeutique. Je lui dis, on est amis à ce moment-là. Je lui dis, Valérie, je ne fais pas de thérapie. Mais pourquoi tu veux pas faire de thérapie? Je ne fais pas de thérapie parce que c'est statique. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, je ne sais pas. Elle me dit, si, tu vas savoir. Alors, j'ai appris que quand Valérie dit ça, il faut rester très humble et dire, OK. Donc, je lui dis, OK. Comme je suis quelqu'un de défi, comme je suis quelqu'un de nouveauté et très curieuse, j'ai dit, OK, tu m'envoies cette personne. Je vois que, donc, j'ai commencé avec une personne. Et puis deux, puis très vite, je pense que c'était le chemin, je pense. Et ben du coup, j'ai eu de plus en plus de personnes et ça m'a permis, finalement, moi qui n'avais pas d'expérience thérapeutique, j'avais de la formation, mais c'était de la connaissance théorique. Et ben ça m'a permis d'affiner, de créer ma méthode. Et alors le risque d'ennui, j'ai l'impression qu'il est assez vite parti. C'est ça. Parti. Parce que je gardais le coaching professionnel aussi. Okay. Donc j'avais quand même la partie où je suis jamais dans la même entreprise, où je bouge. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que finalement, depuis 2018, vous avez comme affûté vos outils. Totalement. Et vous l'avez rapidement évoqué, mais vous avez un peu créé votre propre méthode. Ah bah, en marchant, C'est-à-dire que en accompagnant les gens, je me suis rendu compte des choses. L'approche que j'ai eue dès le départ, c'était l'approche holistique. C'est-à-dire de prendre vraiment l'être dans sa globalité. Nous sommes d'abord de l'énergie. Nous avons différents corps, nous avons aussi un arbre généalogique, nous avons des outils à notre disposition, on va peut-être en reparler, comme les fleurs de bac, qui sont des outils magnifiques pour travailler sur les émotions. Donc voilà, vraiment j'ai appris en marchant, mais ça allait avec le défi. Donc au départ, vous partiez avec votre valise et votre diplôme en psychologie, mais tout votre parcours perso vous a quand même ouvert les écoutilles, vous l'évoquez, la naturopathie, la sophrologie, etc. Donc vous aviez, sans y être formé, une connaissance de certains outils et une conviction de cette approche holistique. Et donc, ce que je comprends, c'est qu'au fur et à mesure des rendez-vous avec les clients que vous accueillez, vous allez affiner. Je vais affiner et un jour, mon guide de vie, via une séance avec Valérie, me dit, j'ai plusieurs guides qui sont là. Elle me dit, ça m'est jamais arrivé encore. Et je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit, j'ai ton guide de vie, ton guide qui est là. Le guide qui est là de notre premier souffle, comme je dis souvent à notre dernier souffle. Et puis, j'ai des guides instructeurs. D'accord? Donc, je lui dis, voilà. Elle me dit, tout ce que tu as vécu dans ta vie va te permettre, dans ton enfance si difficile, va te permettre de comprendre, d'avoir cette ouverture vis-à-vis des problématiques. Donc, je vais avoir des tas de problématiques d'abus, de problèmes d'estime de soi, de problèmes d'abus sexuels ou autres, mais l'abus dans son sens large du terme, qui va me permettre en fait de me servir, de puiser dans ce que moi j'ai vécu et de ce que j'en ai fait pour pouvoir avoir cette écoute, cette empathie, cette ouverture vis-à-vis des choses sans être ni trop impactée parce que je continue à travailler sur moi. Je prenais les effets miroirs. Donc j'ai appris que les effets miroirs étaient là pour me dire aussi ce que je dois encore travailler. Et une fois que j'ai travaillé ça, eh bien je peux le transmettre. Voilà ce que j'ai compris. C'est-à-dire que une fois que j'ai bien travaillé, parce qu'on va reparler dans mon parcours, je me suis aussi associée à un pervers narcissique. Donc c'était à quel moment ça? On fait un petit rétrospectif de secondes, c'était avant 2018, donc ça devait être en 2008 à 2015. Ces situations ont un peu jalonné votre parcours. Vous l'évoquez dès votre père, votre enfance, votre première expérience à votre compte, votre sœur. Et là, situation pro avant 2018, vous vous retrouvez, vous vous associez avec quelqu'un. Je m'associe avec quelqu'un qui vient me chercher, qui, comme souvent chez les pervers narcissiques, c'est-à-dire qu'ils vont aller se servir finalement de vos propres compétences, ou de vos propres talents, ou de vos propres aptitudes, appelons ça comme on veut, de votre propre trésor intérieur, j'ai souvent envie de dire, que nous ne voyons pas. Mais non. C'est le principe, ils savent bien à qui ils s'adressent. Exact. Comme je dis souvent, ce sont des prédateurs qui sentent le sang et qui vont aller vers l'agneau, entre guillemets, du troupeau qui est ensanglanté. Donc voilà, ce sont des prédateurs. Donc je rencontre un homme extrêmement compétent dans son domaine, très intelligent. Et puis il va m'utiliser. Clairement, me faire faire des tas de choses. Et moi, curieuse, toujours à vouloir découvrir des nouvelles choses, je vais le prendre comme des opportunités. Finalement, au début, tout se passe bien, parce qu'au début, avec un pervers narcissique, tout se passe toujours bien. Il a déjà son entreprise, il a déjà son organisme de formation, il va me proposer de m'associer. Et là, moi,
qu'est-ce qui va se passer? Mon ego va parler. Donc je le dis en toute conscience, hein, il y a pas de souci là-dessus. Je vais dire: «Ah, je vais peut-être avoir une assise, je vais m'associer avec quelqu'un, voilà». Il y avait des entrées dans des grands groupes, des choses Ah, comme ça OK. et moi ça me donnait, des expériences Et nouvelles ouais, parce que c'est donc toujours c'est tentant, en fait. c'était tentant et puis, je vais reperdre des sous. C'est-à-dire que je vais mettre Dieu. encore de l'argent dans cette association, je vais prendre ma part et puis, je ne les reverrai jamais. Combien d'années ça va durer? 7 ans, Ah, c'est 7 long. ans, ouais. C'est pareil, hein, à un moment donné, je gagne bien ma vie, il s'est redonné quand même. Je commence à voir Mmh. la valeur et à comprendre la valeur de mon travail, mais quand même, in fine, je vais me retrouver avec à mes billes. Mes billes, je ne les récupérerai jamais, en fait. Je peux vous demander ce que votre femme quel regard elle a porté sur tout ça? Toujours bienveillant, toujours dans l'aide, mais toujours à me dire: «Tes choix sont tes choix, je les respecterai toujours» et encore aujourd'hui, c'est comme ça. Par rapport à cet homme-là, est-ce qu'elle n'a pas vu, elle, qu'il était Alors en train de se jouer peut-être quelque chose de pas juste? si, elle me l'a Ah! dit, comme on dit, Ah! elle a un radar. Alors elle Ah! n'est pas du Waouh! tout, «sensible» entre guillemets, OK, elle a un radar, moi ce que j'appelle un manipulateur ou un OK, pervers narcissique. Donc elle le côtoyait pas vraiment parce qu'en fait, on l'a pas d'accord. intégré à notre, Ouais, cercle ouais, amical. Mais quand elle a commencé à le connaître, elle m'a dit: ça «Je le pue. sens pas, il y a quelque chose qui va pas». Elle m'a dit: Ouais, «Tu c'est ça. arrives toujours à comprendre, moi je te laisse faire ton chemin». J'ai mis du temps à comprendre et puis, quand j'ai compris, j'ai dit: «Je veux que ça s'arrête évidemment». Parce que moi, par contre, c'est long, mais quand ça s'arrête, hein. Oui, C'est-à-dire que le jour où c'est OK, ah c'est ouais, fini. c'est fini. Est-ce que c'est cette, mésaventure-là qui Ouais. va jouer un rôle dans la bascule Oui, et où vous allez aussi c'est à ce moment-là que Valérie vous met sur le chemin ouais, des de la thérapies? thérapie et où je vais OK. rencontrer évidemment quoi? Beaucoup de personnes en patients qui sont victimes de perversion narcissique. J'en sortais à peine. C'est-à-dire que très vite, je vais me retrouver dans l'autre situation. La situation soit de celui qui aide, soit de celui qui va essayer de faire comprendre à l'autre. Je crois qu'en fait, une fois qu'on l'a compris, Mmh. que ce qui nous était présenté nous servait d'abord à nous, que c'était OK. Moi, je prends vite conscience, mais j'ai un problème d'acceptation. C'est-à-dire que j'ai une bonne conscience, je pense, des choses qui vient assez vite, mais je mets du temps à accepter. Bah, ouais. Donc, je bosse sur cette acceptation, justement, régulièrement. Et finalement, c'est auprès de ces personnes-là que vous accompagnez, que vous allez trouver votre méthode et vous avez hyper, teasé depuis le début. Moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi cette méthode? Alors, déjà, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il y a une dimension holistique, hein. C'est-à-dire comment je Ouais, prends l'être. On est issu pour moi d'un arbre généalogique, donc je me suis formée au OK. transgénérationnel, d'accord, au décodage Ouais. transgénérationnel. Une de mes bibles, vous allez voir, ça va faire une connexion. Le seul bouquin que j'ai sur mon bureau, c'est Le décodage des mots et des maladies de Jacques Martel. Et voilà. D'accord, hein, Coucou voilà, on en Jacques. revient. Et puis, toute cette dimension du naturel Mmh. que je vais intégrer, et Mmh mh. notamment sur le psycho-émotionnel, toute la partie fleur de bac. Donc, qui va en fait me permettre d'avoir des accompagnements beaucoup plus courts. C'est-à-dire que je suis toujours partie d'un principe, je dis souvent en rigolant, je ne suis pas là pour que vous me donniez une rente et que j'achète ma maison de campagne. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas. Et en fait, thérapie courte, c'est-à-dire très concrètement, je peux jamais dire à quelqu'un, évidemment, je suis pas voyante, hein, je vais pas dire à quelqu'un avant, il y en a pour 4 mois, 6 mois, mais en moyenne, je suis des accompagnements de 6 mois. Ça va tout à fait avec ce que vous évoquiez tout à l'heure, ce besoin de pragmatisme, d'être dans le concret. Vous êtes là pour donner des outils. Oui, parce que j'ai alors pour le coup, je pense une chance, ou en tout cas, c'est lié à mon cheminement de vie et je l'ai choisi avant de venir. J'ai découvert ma claire cognition. Ah! C'était, eh oui, Nous y eh voilà! oui, voilà. Donc ma claire cognition, peut-être pour On peut l'anecdote, dire que c'est de la médiumnité, en fait. claire cognition, Valérie Durdy m'a expliqué la différence un jour entre clairaudience, clairvoyance, Ouais, claire cognition. Donc ouais. elle entend bien la Elle est vibration, clairaudience, les ouais. voix, par exemple, je vais dire, elle entend mon grand-père. Un jour, nous Mmh. sommes en vacances toutes les deux, assez loin d'ici. Le matin même, j'avais entendu une voix, une vibration très très forte qui m'a dit, j'ai entendu différemment et j'ai vraiment fait la distinction entre ma tête, le Mmh. mental Mmh. et la vibration qui passait dans mon corps. Caro, tu fais toujours attention à tes arrières, c'est bien, continue. Je ne comprends pas cette phrase. Je Et me vous fais n'aviez surtout jamais eu ça, cette sensation-là? jamais, jamais, jamais. Donc je la ressens dans mon corps. Je sens que c'est complètement différent. Moi, j'explique souvent à mes patients quand il y a des aptitudes et des dons, parce que j'ai évidemment souvent des gens qui en ont mais qui ne le savent pas ou qui sont aux prémices de ça. C'est vibratoire aussi. Je leur dis,
une phrase que l'on entend parce qu'elle nous a été envoyée est une phrase dont on peut se souvenir des années après, mot pour mot. Alors que quand on réfléchit, on va se souvenir quelle idée, à quoi j'ai pensé à je sais pas quoi, qu'il fallait, bon, ça peut être des trucs tout bêtes ou autres, mais on va pas se souvenir des phrases. Et moi, j'ai les phrases. 10 ans après, en 2014, je suis capable de vous ressortir. C'est bien, Caro, tu protèges toujours tes arrières, continue. Je suis aux Seychelles, donc je suis quand même dans un beau truc paradisiaque, dans une espèce de baignoire. Donc je comprends pas l'histoire du danger, parce que là j'ai de l'eau jusque là, je regarde les poissons. Et puis on va le même jour, 11 septembre, on retourne donc le soir même où j'ai entendu cette phrase en fin d'après-midi faire cette balade au coucher du soleil. Je me baigne parce que j'adore me baigner tout le temps et surtout au coucher du soleil. Et j'oublie, malgré ma connaissance des choses, que c'est l'heure. C'est le coucher du soleil, hein. Donc dans ces pays-là, potentiellement les requins, ils viennent, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Non, ils viennent chasser. Et là, j'entends à nouveau comme cette voix, cette vibration, comme le matin. J'entends Caro, t'es en danger, sors de l'eau. J'en fais un peu qu'à ma tête, je mentalise, j'ai pas encore fait la différence. J'en sens que c'est différent, mais je passe dans ma tête, je me remets sur le canal mental et je me dis, machin. Caro, sors de l'eau, tu es en danger, ça recommence. Et là, je recule. Je recule un peu et je vois derrière moi 3 requins blancs. On le voit après aux photos, parce que Virginie est sur la plage et elle prend des photos. Et elle me fait, avec son calme légendaire, je l'appelle mon Bouddha, elle me fait comme ça, elle ne panique pas, elle me fait, ils sont à 1 mètre derrière moi, je vois les ailerons très clairement. Et là, je suis comme poussée, pardon pour le terme, mais comme une main aux fesses. C'est-à-dire que je commence à partir à ce moment-là, mais je suis comme poussée. Vous allez bien plus vite que... Bien plus vite, et je me retrouve même à être déséquilibrée et à tomber sur la plage à plat ventre. Tellement j'ai eu cette sensation de pousser. Valérie va me dire plus tard, oui, ton guide et ton grand-père sont rentrés dans la matière et ont mis une énergie pour que tu sortes de l'eau. Ce n'était pas le moment que tu meurs de ça. Et à partir de là, je crois que j'ai changé de canal. C'est-à-dire que cette ouverture, Valérie, elle appelle ça ouvrir le robinet. Je pense que mon robinet a été ouvert et que j'étais prête à ça. Et que j'ai commencé à écouter véritablement. Donc, je l'utilise dans ma pratique pour reboucler avec ce qu'on se disait tout à l'heure. Vous utilisez ce canal-là parce que quand vous êtes en séance avec une personne en face de vous, potentiellement, les guides instructeurs vont vous communiquer des messages et j'imagine que ça permet d'avancer vachement vite dans le travail. Vachement vite. Je vais évidemment utiliser mon mental, le décodage, comme le livre de Jacques Martel, comme le transgénérationnel. Ça, c'est plus effectivement mes propres connaissances acquises au fil de l'expérience. Et ils vont m'envoyer des messages très précis. Par exemple, il y a un jumeau perdu, où ils vont me dire il y a une blessure de l'âme. Ok, donc on va commencer à décoder. Quel est le niveau de connaissance de mon patient? Est-ce que je lui fais lire d'abord Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme? Ah non, j'ai déjà lu ça, Caroline. Ok. Donc on va basculer, on va aller travailler, on va enlever les couches, comme on dit. Puis quand on arrivera aux blessures de l'âme, je vais envoyer chez Valérie Durdilly, ou je vais envoyer chez ma femme Virginie, qui est énergéticienne et qui sait travailler aussi sur les blessures de l'âme. Et donc, ce que j'entends dans cet accompagnement, il y a à la fois cet aspect très pratique. L'idée, c'est on ne paye pas votre rente à vie, là. Non, tout à donc, fait. Courte. Accompagnement assez court, dans l'action et dans la responsabilisation des personnes que vous accompagnez. Libre arbitre. Donc, en fait, on va aller comme déminer là où sont les nœuds et donner les clés pour avancer avec cette nouvelle liberté-là. C'est exactement ça. Et pour être très pragmatique, puisque tout à l'heure on parlait de pragmatisme, je n'impose aucun rythme. À chaque fin de séance, on va définir des actions à mettre en place pour que ça rentre bien dans la matière, que ça expérimente et que la personne se dise « Ok, ça fonctionne pas, je laisse tomber. Ça fonctionne, je continue. » Moi, je suis beaucoup dans la valorisation, j'essaye d'amener mes patients à être dans la gratitude vis-à-vis d'eux-mêmes, de leur propre cheminement, leurs propres avancées, qu'ils soient fiers de ça. Vous utilisez aussi la psychomagie. Alors, c'est quoi la psychomagie? Oui, alors les actes psychomagiques, ça peut être écrire une lettre à un défunt. Ça peut être prendre une photo du défunt, lui lire la lettre à haute voix. Ça peut être aussi la brûler. Je vais utiliser beaucoup les bonhommes allumettes ou bonshommes allumettes selon Jacques Martel, énormément. Je vais utiliser la technique du verre d'eau de Luc Baudin, par exemple. On est vraiment dans le psychomagique. On est dans l'intention. On va prendre une feuille A4. On va écrire le problème, pas le souhait, pas la demande. Le problème, je vais utiliser cette technique du verre d'eau. Je vais poser mon problème dans un rond. D'accord, je vais poser un verre d'eau que je vais remplir aux 2/3 ou 3/4, enfin pas en entier, pas à la moitié, et je vais le changer toutes les 24 heures, mais toujours avec cette intention véritablement de régler le problème. Donc je vais lire à haute voix ma phrase, poser du problème, pas ma demande, mais c'est important, et je vais le changer toutes les 24 heures. Et je vais envoyer quelque part aussi cette intention de régler ce problème, parce que c'est quand même psychomagique et pas que magique.
avec cette intention. Donc, on n'est pas quand même totalement sur du magique, comme les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, j'informe aussi. C'est-à-dire que quand je veux travailler sur l'estime de moi, je vais l'informer. J'informe en les prenant. Et comme je dis souvent, les fleurs de Bach, elles vont informer, mais elles vont pas faire le boulot à notre place. Elles vont nous aider à ouvrir un peu plus grandes les portes que nous, on en trouve. C'est-à-dire que ça nous permet d'aller plus vite. Ça. En fait, je vous vois là depuis tout à l'heure, je vous écoute, vous êtes animé par votre sujet, vous semblez hyper bien dans vos baskets, vous avez un grand sourire. Vous êtes capable d'évoquer votre parcours difficile avec presque une neutralité, mais de celle qui a bossé dessus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et du coup, par rapport à tout ça, moi, j'ai envie de vous demander en conclusion, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette petite fille-là qui se demande ce qu'elle fout ici, en fait. Que je l'aime, que j'ai appris à l'aimer, à voir la beauté en elle, et que finalement, aujourd'hui, je crois qu'elle et moi, on est plutôt main dans la main et qu'on est assez fiers, dans le bon sens du terme, pas au sens égotique du terme, mais au sens gratitude vis-à-vis de soi-même, de ce parcours. Moi, je suis super contente de mon parcours, en fait, parce que la phrase que je préfère, je crois que c'est Sartre, mais je suis pas très bonne à ce jeu-là, qui a dit ce que je fais de ce qu'on a fait de moi. Et ça, c'est ce qui me résume le mieux. C'est-à-dire vraiment le côté de, ok, il y a eu des choses qui étaient comme ça, mais c'est moi qui peux changer les choses et c'est moi qui peux faire, voilà. Je termine avec mes petites questions. Oui, bien sûr. Je ne vous ferai pas l'affront de vous demander si vous écoutez souvent votre petite voix, mais du coup, je vous demande plutôt comment vous l'écoutez. Moi, je travaille beaucoup sur le mental. Et j'aide mes patients à travailler sur leur mental. C'est-à-dire, j'ai développé aussi une méthode sur le mental que je leur transmets. Donc, je vais, avec cette méthode, arriver à mettre le mental sur pause et à me brancher totalement sur cette petite voix, cette intuition. Voilà. Ok. Voilà. On évoquait les livres. Est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement aidé dans votre Je dirais qu'il y en a deux. Le pouvoir de l'instant présent d'Eckhart Tolle, je l'ai pas compris. Je l'ai lu, je l'ai pas compris. Okay. Ah, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis des années après, je le relis et je fais ah ouais, non mais c'est évident. Et Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch, parce que là pour le coup, j'ai encore de me refaire le deuxième tome là, pendant les vacances et je le relis régulièrement, les 3 tomes, les 4 tomes, il y en a 4 même. C'est des lectures qui m'ont beaucoup marqué. Est-ce que vous avez un rituel quotidien pour préserver? Alors oui, j'ai un rituel. J'utilise l'outil de la protection de bulles énergétiques. Donc dans ma pratique pour me protéger des charges émotionnelles. Je travaille aussi pas mal à distance, comme on parlait en off tout à l'heure. Ouais. Et en fait, je visualise dans ma douche, souvent le matin, parce que l'eau est très conductrice. Oui. Quand je prends ma douche, je fais ma bulle. Ma bulle de protection, dans laquelle je demande ma protection contre les énergies négatives, toxiques, envieuses, jalouses, et que finalement, je sois protégée. Donc les choses qui sont plus dures émotionnellement, les décharges, vont être un peu amoindries par cette bulle. Oui, pour finir, est-ce que vous êtes heureuse, Caroline? Ah oui. Oh ouais, maintenant je suis heureuse, ouais. Ouais, je crois que... Oui, je suis dans cette gratitude vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des rencontres. Ouais, je suis heureuse. Ouais. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous, Herveline. Très bel échange. Et un petit coucou à notre ami Valérie qu'on a beaucoup un gros bisou, cité. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside.